Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va démarrer cette nouvelle semaine de trading, alors hautement importante. Et tout simplement, avant de commencer donc l'analyse, on va faire du swing ce matin. On ne fait pas les analyses intraday, ça on se les garde pour mercredi, mercredi et jeudi. Je voudrais juste faire une petite intro, alors qui risque d'être longue parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Euh, mais donc voilà, alors on commence tout de suite. Donc il y a deux, trois petites choses qui vont changer. Alors c'est juste des réajustements, encore une fois je ne change pas une équipe qui gagne, c'est juste que la façon dont certaines choses ont été présentées dernièrement me gêne un petit peu, vu que j'ai été capable de prendre un peu de recul sur ce qui a été produit ces dernières semaines, et donc d'une, je m'excuse, parce que sincèrement je pense que j'ai induit en erreur pas mal de gens, et en insistant un peu trop donc sur les scénarios américains, chose que j'aurais certainement pas dû faire, parce qu'encore une fois, alors si, j'aurais dû le faire, mais dans un contexte différent. C'est-à-dire que ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est pas changer la totalité la façon dont dont j'aborde ces sujets-là. Simplement, je voudrais bien encapsuler les différentes choses. C'est-à-dire que moi, je connais mes faiblesses. Mes faiblesses, c'est d'être capable de me disperser très rapidement dans différentes choses, parce que voilà, je suis un peu passionné par beaucoup de trucs. Ce qui fait que je peux mélanger la psycho, la technique, le bidule. Maintenant, je vous fais des émissions philosophiques. Donc voilà, le truc, c'est qu'il va bien falloir tout étiqueter pour que ce soit logique. Parce qu'il faut bien comprendre que ces différents concepts qui constituent un peu le gros merdier total, mais il faut bien comprendre que le trading, c'est une chose et elle est indépendante. Cette chose-là, elle ne peut être tradée que d'une seule façon. Alors, il y a deux types de trading, le trading technique et le trading psychologique. Et la réalité, le trading, c'est un peu les deux réunis, mais sous certaines coupoles. Mais voilà, il faut bien qu'on distingue ces deux choses. Il me semble que ça, c'est vraiment important. Et qu'en ce moment, et surtout donc dernièrement, j'ai dangereusement joué entre du coup la partie technique et la partie psychologique. Alors que moi, je traitais surtout des scénarios techniques dans des cadres psychologiques, mais j'ai parlé que de la psychologie. Ou en tout cas, ça a tellement dominé les rapports de communication qu'on a eu que sincèrement, il y en a certains qui se sont complètement sortis de là. C'est-à-dire qu'on se sont dit, bon, au final, le marché, c'est pas de la technique, c'est que de la psychologie. Donc, voilà. En fait, non, voilà, la partie technique est quand même extrêmement importante pour une raison simple, c'est la seule que vous pouvez contrôler. Contrôler, sur laquelle vous pouvez avoir une action directe qui vous procure un avantage statistique. Encore une fois, c'est pas grand-chose en termes de zone de confort, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. La psychologie, malheureusement, ça ne vient qu'avec le temps. Alors, en ce moment, c'est vrai qu'on y était plus que propice, puisque la psychologie a complètement altéré les effets techniques sur les marchés américains. Mais donc voilà. On fera donc maintenant, à partir de maintenant, donc une fois par semaine, on va reprendre les émissions merde, dans la live room, d'accord. Et donc comme pour l'instant, on a essayé ce week-end avec quelques membres dans le Discord de trouver une solution au problème donc de partage d'écran en temps réel. On n'a toujours pas trouvé. On a des pistes qui vont être étudiées par certains qui le font gentiment. Merci encore les gars. Et dès qu'on trouve, on remettra en place les live rooms type session de questions en direct où vous pouvez participer, où c'est plus interactif. Donc pour l'instant, et en attendant que ça se mette en place, le mercredi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des émissions psychologiques. C'est-à-dire qu'on ne parlera de thèmes psychologiques et de marchés qui sont sous influence de schémas psychologiques, donc les US, que le mercredi. Euh, tout le reste du temps, donc mardi, jeudi, c'est des émissions techniques sur UT intraday. Tous ceux qui font du swing, vous ne me regardez pas ces émissions. Et donc lundi et vendredi, on fait des émissions uniquement swing. On ne va pas sur les graphiques intraday, ou très peu, et seulement si on en a besoin. Mais on arrête de s'éparpiller. C'est-à-dire qu'au final, à tellement vouloir vous couvrir la totalité des choses qui présentent un intérêt pour moi, au final, je perds l'essence même de la chose. Et je trouve qu'au final, alors, c'est bien et c'est pas bien à la fois, mais je pense qu'on peut faire mieux tout simplement en faisant la même chose qu'avant, mais mieux réparti. Donc voilà, on va essayer de partir donc sur ce schéma-là. J'essaie de vous pondre d'ici la fin du mois, donc toujours le QCM. Et comme je disais hier aux gens dans Discord, le premier que je vais vous faire là sera probablement pas comme les suivants, dans le sens où celui-là, je vais probablement mettre plus de questions, différents niveaux de difficulté, et probablement sur celui-là, je pense que personne n'arrivera à faire 100% de réussite, ou très peu de gens, mais ce ne sera pas vraiment l'objectif recherché sur ce premier. Je veux juste
essayer d'avoir en fait une base de compréhension des différents niveaux que vous avez au sein de toute la communauté. Donc je vais essayer d'en faire un qui risque de me prendre donc plus de temps que j'en ai cette semaine. Donc peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine. En tout cas, ce sera fait avant la fin du mois, c'est garanti. Donc ce QCM qui arrivera, mais donc le premier n'est pas un objectif tout de suite de rentrer dans le schéma que je vous avais promis, mais plus voilà, de tâter la base, de construire un socle de difficulté pour les niveaux suivants, enfin pour les QCM suivants. J'essaie de réfléchir si c'est à peu près tout. Et oui. Ok, donc allez, on part sur du swing. Donc premier truc qu'on va aller faire, un calendrier économique. Et donc je mets en pause et je vais chercher ça. Alors, je ne mets évidemment ici que les news fortes, puisque comme on fait du swing, là on fait des scénarios sur des UT assez grandes, donc évidemment les news impactantes, mais un peu moins impactantes, on s'en contrebalance complètement. Donc là, le but c'est d'essayer de voir quelle est ce qu'on appelle donc la journée turn de la journée, le turnover, le moment où normalement les flux ont des potentialités de s'inverser pour des raisons macroéconomiques. Et encore une fois, la macroéconomie n'est pas la seule chose qui influe sur un swing de marché. Il y a tout un tas d'autres raisons et surtout il y a tout un tas d'autres news qui ne sont pas prévues. Là, on sait juste, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, il y a une partie psychologique et il y a une partie technique. La partie technique, c'est ça. C'est-à-dire que ça, vous savez que ça va sortir, donc il faut utiliser l'information. Il y a toute la partie subjective et psychologique. Dans ce moment, donc, tout le news flow merdique et manipulé que nous balancent les US chaque jour et qui est donc malheureusement une information subjective, c'est-à-dire qu'il faut l'interpréter, il faut l'analyser et l'interpréter, et ça malheureusement, toute personne sur Terre aura une interprétation différente. Donc c'est là où c'est un peu plus chiant, parce que la partie subjective, elle est quand même absolument obligatoire il est obligatoire de l'apprécier au moins un minimum pour avoir un minimum de profondeur de lecture dans le marché. C'est-à-dire que se contenter de la technique, c'est pas suffisant, que ce soit bien d'accord. Mais c'est la seule base de départ qui est absolument nécessaire. Voilà, il faut bien comprendre ça. 80% de psychologie, 20% de technique, mais si vous ne maîtrisez pas les 20% de technique, la psychologie ne sert à rien. Voilà, c'est vraiment important. Et c'est beaucoup plus facile de maîtriser les 20% de technique que d'apprendre les 80% de psychologie, bien entendu. Bref, avant de me reperdre, donc ok, ça on s'en fout, les nouveaux prêts en yuan, bon, pointant pas un grand changement, mais bon, de toute façon, vous avez bien compris qu'en gros, alors l'indice de confiance, ça oui, ça va être important, ça va être très très important parce que je pense qu'il va baisser. Le consensus l'attend toujours aussi bon, et je pense qu'il va prendre un coup dans l'aile, celui-là. Donc vendredi, potentiellement un catalyseur très 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 important. Mais sincèrement, on va faire simple. Voilà. Mercredi, c'est the big fucking day. Donc les IPC, le truc qui a fait chuter le marché en janvier 2018. Donc l'inflation, et donc les niveaux d'inflation qui sont attendus quand même solides, c'est-à-dire que là ils attendent un rebond sur l'inflation. Attention à ce qu'elle tombe pas l'inflation, c'est-à-dire que déjà normalement l'IPC c'est proche de la croissance, donc si vous avez des IPC à 1,8, ça veut dire que la croissance à 2,2 elle est peut-être encore beaucoup trop forte pour les États-Unis. Voilà. Donc il faut faire attention, on va surveiller ça, c'est donc des indices dérivés, on va dire corrélé à la croissance. Donc ça, évidemment, on va regarder clairement. Et puis, bah voilà, donc la BCE. Alors on va attendre, si ça se trouve, encore une intervention de politique monétaire complètement hors sol, où on risque donc de nous dire, par rapport à ce qu'on a vu dans les minutes, que la BCE réfléchit déjà éventuellement à des mesures plus fortes en cas de nouvelle baisse des marchés. C'est-à-dire que là, on n'a même pas encore baissé, les mecs réfléchissent déjà à dire, ah si ça baisse, il va falloir faire plus. Donc probablement, alors ils réfléchissent à l'idée, c'est-à-dire à conceptualiser quel type d'action ils vont faire. Est-ce que ça se dirigera plus vers du QE ou du TLTRO2, enfin du TLTRO+, c'est-à-dire on a fait du LTRO d'abord, du financement, de la facilitation d'accès au crédit pour les entreprises. On a fait du TLTRO, c'est-à-dire targeted, c'est-à-dire qu'on a targeté spécifiquement certaines entreprises. Et on peut très bien faire autre chose, voilà, c'est-à-dire on rajoute une nouvelle lettre devant, entre guillemets. Donc je pense que c'est à ce type de choses-là qu'ils réfléchissent, pas nécessairement à du QE. Mais comme en ce moment le flou artistique central, le marché prend ça comme un super bon signe, avant que ce soit un mauvais signe, on va faire très attention donc à mercredi. Après mercredi, sincèrement, moi je vous le dis, cette journée, je ne vais pas la passer sur les marchés. Alors, pour une raison très simple, et qui n'a rien à voir avec les marchés, justement, ou alors on pourra faire le lien un jour dans une émission philosophique, mais tout simplement, donc là on va avoir la BCE qui parle à 14h30, et à 15h on a donc une découverte scientifique majeure qui a été faite
Tout simplement, je pense qu'on va avoir la première photo d'un trou noir, photographiée, réalisée. Alors, c'est pas une photo avec un appareil photo, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est des procédés ici extrêmement complexes et ingénieux qui ont nécessité tout simplement un traitement de plus d'un an des données qui ont été recueillies il y a un bon moment. Hein. Autant vous dire, c'est comme si on avait pris une photo il y a un an et qu'il fallait décrypter le merdier pendant un an pour arriver à construire une conceptualisation, donc une image d'un trou noir. Donc on va voir, apparemment les mecs disent que c'est une avancée scientifique majeure, et très sincèrement, moi je suis passionné par ça, donc je vais pas... donc voilà, là en ce moment moi j'ai la tête dans les étoiles parce que ce truc-là, pour moi c'est comme un bonbon qu'on vous donne une fois tous les 10 ans, quoi. Donc il va se passer un truc fantastique. La dernière fois, bon voilà, c'était les découvertes d'Hawking et compagnie, d'ailleurs paix à son âme, hein. On y pense assez peu souvent, hein, mais voilà, enfin, je veux dire, moi je trouve ça quand même fou qu'à quelques mois de différence, vous aviez deux types qui quittaient le monde, Hawking et Johnny Hallyday, et de qui vous entendiez parler aux 20h tous les jours, c'était Johnny. Bon, moi j'ai jamais compris ça, mais bon. Bref, donc Hawking, hein, un des esprits les plus les plus passionnants de ces dernières décennies. Et donc c'est lui qui a fait avancer les modèles cosmologiques assez fortement ces dernières années. Il n'est pas le seul, encore une fois. Il ne faut pas dire c'est lui le génie, les autres sont des merdes. Mais voilà, il a permis d'avancer. Et aujourd'hui, donc, on va probablement essayer de chercher à voir si une de ces théories qui a été développée dans ces dernières années est compatible avec les observations ou non. Parce qu'on va bien... En fait, on fera un jour une émission là-dessus, parce que c'est carrément fou, mais la façon qu'on a donc de conceptualiser l'univers qui nous entoure, c'est un peu la même façon que moi j'ai d'approcher les marchés. C'est-à-dire que on y va à tâtons, on comprend bien qu'on ne comprend pas grand-chose, mais il faut bien avancer dans la compréhension, et les mécanismes en place sont extrêmement complexes. Et souvent, en fait, on essaie de conceptualiser la chose, c'est-à-dire de la mettre sous forme d'équation. Et puis on se rend compte au final qu'on peut progresser quand on comprend que l'équation fonctionne, enfin que la réalité fonctionne pas exactement comme l'équation, et du coup on se découvre qu'il y a des choses plus complexes qui influent sur la grande équation magique de la compréhension de notre univers. Et c'est passionnant, c'est un peu la même approche qu'il y a dans les marchés. Tout le monde essaie de le conceptualiser, on sait qu'on n'y arrivera théoriquement jamais, puisqu'à chaque fois qu'on comprend une chose, on découvre une chose plus complexe, et ainsi de suite. Mais c'est pour ça que moi je suis autant passionné par la cosmologie que par les marchés. Hein, parce que tout simplement, c'est des trucs sans fin, dans lesquels évidemment l'esprit humain peut se projeter à l'infini. Et ça, donc on en a parlé la dernière fois, de cette capacité de l'humain à se projeter infiniment de façon parabolique. Bref, allez, on revient à des choses plus terre à terre. Donc, puisqu'aujourd'hui on fait de la technique pure, et je ferai toujours un petit peu de parallèle psychologique, mais je garderai le développement de ces idées-là dans les émissions le mercredi jusqu'à nouvel ordre. Allez, on revient donc à la technique, à nos bons vieux marchés, et on va jeter un petit coup d'œil donc aux cryptos, puisque c'est le thème du moment. Donc voilà, la semaine clôturée. Alors hop, pardon. La semaine clôturée sur Ethereum, qui me semble être le plus intéressant à venir dans la semaine qui arrive. Donc voilà, clôture tout en haut sur l'Ether, et je pense que là on a un bon potentiel. Donc ça y est, l'Ethereum a franchi sa résistance. Hein. Donc je m'attendais sincèrement à ce que ça se produise pendant la nuit, donc je ne suis pas surpris de le voir fait ce matin. Donc on commence à se diriger donc dans la partie haute de ces différents triangles. On voit bien la potentialité du schéma parabolique qui se met en place, donc à confirmer. Hein. Moi j'aimerais que la vague 5 ne s'arrête pas là, mais bien qu'évidemment l'Ethereum réalise son breakout comme l'avait fait le Bitcoin en 4 heures. Donc c'est-à-dire là, putain, c'est pas passé, on y réattaque. Là je veux voir donc boum, l'accélération, canal de tendance plus canal de contexte, et normalement donc arriver derrière, défoncement de toute cette zone technique qu'on avait vue. Hein. Je vois aucune chance qu'on s'arrête par là, mais hop, on vient là et on accélère. Pour moi, la zone target sur l'Ethereum, j'ai donc pris les extensions à court terme, hein, juste pour affiner le résultat. Donc cette zone-là me semble peu probable, mais par contre on avait déjà parlé d'une zone, moi je pensais que c'était minimum 240 pour commencer à revendre, donc toutes ces zones-là j'ignore, mais voilà, je me dis le 21, le 261,8, donc 255, c'est là où j'ai mis mes premiers TP. D'accord, donc ici direct je sors moi 40-50% de mes spéculatifs sur l'Ethereum, et je garde un 50% pour essayer de tirer peut-être un peu plus jusqu'à 280 par la suite. Mais arrivé là, je commence direct à réduire la voilure sur le trade Ethereum. Je ne prendrai pas le trade en breakout, tout simplement parce qu'il me semble quand même assez incertain, et que même si j'ai le trade spéculatif en arrière-plan, je me dis voilà, si je devais prendre un achat ici, ça m'oblige en fait à remonter le stop par là, quoi. Et je ne sentirais pas mon stop ici safe. C'est-à-dire je ne me sentirais pas sûr
de foutre un stop ici. Donc pour l'instant, le trade en breakout, soit je prends un tout petit renfort en breakout, soit je fais pas, et pour l'instant j'ai plutôt envie de me dire je fais pas, voilà. Donc c'est pas grave, hein, de toute façon j'ai les buy and hold qui gagnent de l'argent, et en plus de ça donc le trade spéculatif. Donc j'attends en fait tout simplement qu'on se dirige vers les zones de TP sur ce trade Ethereum. Même chose normalement sur Bitcoin, mais je pense que les courbes devraient être légèrement différentes, donc à savoir la structure de prix ici, vous voyez bien, si on va voir Ethereum Bitcoin juste derrière, on voit bien les phases ici où on commence l'accumulation très très à plat, il y a moins d'euphorie sur Bitcoin qui était déjà quasiment sous résistance. Donc Bitcoin, quand il a réalisé son breakout, d'accord, il est très peu retraçant, là où l'Ethereum a retracé très fortement. Ce qui fait que pour moi, je vois ces structures, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 qui retrace très profondément et qui vient rechercher l'origine de la vague 1. Ça, normalement, c'est les schémas qui annoncent des vagues 5 étendues. C'est-à-dire, je pense, comme je vous l'avais dit, que le chart Ethereum BTC, d'accord, va probablement rattraper très clairement son retard, je pense, dans la semaine qui vient. Et voilà, sans surprise, donc notre fameux triangle qui repart dans sa partie haute. Et je pense donc l'aspect aspirant Ethereum va pas tarder à arriver, selon moi. Je pense assez prochainement. Donc voilà, à surveiller, c'est toujours spéculatif tout ça, mais je pense que voilà, ce spread ETH-BTC devrait continuer à se produire en vue d'un breakout haussier Ethereum. Donc ça ne veut pas dire que BTC va retracer, ça veut juste dire que BTC va monter, mais probablement moins fort que le cycle Ethereum. C'est les raisons pour lesquelles, moi pour ma part, j'avais placé mes trades spéculatifs là-dessus. C'est-à-dire que là, en fait, si vous regardez aujourd'hui Ethereum et Bitcoin, ont à peu près ont eu une croissance relativement similaire sur la phase d'accélération. Ils ont procuré autant de gains l'un que l'autre. La différence, comme je dis, c'est qu'il y a pour moi encore beaucoup de chemin à faire pour la partie Ethereum, pas tant que ça à faire sur la partie Bitcoin. Raison pour laquelle je pense que les gains spéculatifs sur Ethereum seront supérieurs une fois le scénario terminé. Et que donc il reste la plus grande partie de ce chemin à faire sur l'Ethereum à l'heure où nous nous parlons. Voilà pour les cryptos. Alors, les marchés classiques, je vais y aller direct, simple et sans bavure. Je pense pas qu'on ira plus haut sur les marchés américains cette semaine. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, moi je pense que si, ni nanana ». Moi, je pense que non. Je pense qu'on a fait le boulot et qu'il n'y a aucune raison d'aller plus haut, tout simplement parce que ce matin, j'ai vu qu'on avait échoué pile poil sur le niveau que je voulais voir tester cette semaine. Donc, le futur l'a fait. Je pense que le cash n'ira jamais. Donc sincèrement, voilà, moi il y a le signal, je vais pas y aller pour 50 raisons, donc on fait de la technique, donc 4 heures, signal, dans la zone et on réagit mais exactement sur le Fibo. Donc pour moi tout ça, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que là les aspects techniques commencent à reprendre sur les marchés américains qui étaient complètement stratosphériquement débiles ces dernières semaines et je pense tout simplement que là il va falloir revoir les expositions. Alors, moi pour l'instant, je vous rappelle que mon stop est le stop maximum que j'ai réussi le maximum auquel j'ai réussi à repousser mon bordel, c'est par là. Donc c'est 2906. Voilà. Donc ah merde, non mais ça il fallait que je le garde. Voilà. Quoique, attends, c'est quoi ce merdier? Est-ce que c'est ça? Oui, voilà, bon, c'est mon stop. Donc ça, je peux remonter. Voilà. Donc c'est-à-dire aujourd'hui mon stop. Je vais supprimer, je vais en remettre un. On va pas s'emmerder. Voilà. Il est à 2906. A priori. Encore une fois, sur des clôtures. C'est-à-dire que je n'ai pas mis de stop dans le carnet. Je suis là, et c'est par là que la perte dépasse le niveau que je m'autorise. Maintenant, on peut y aller. Ce que je veux juste, c'est qu'on ne fasse pas de clôture au-dessus de ce truc. Voilà. Je serais prêt à tolérer, évidemment, en intraday, d'aller un petit peu au-delà, de prendre un tout petit peu plus de risques, mais on tient plusieurs clôtures, type horaire 4 heures, vers ces trucs-là. Pour moi, c'est game over. Au revoir, et je sais déjà qu'il faudra que je sorte, et je n'hésiterai donc pas à le faire. Je suis toujours persuadé qu'on ne le fera pas. Sinon, je ne serais pas encore exposé dans ce marché. Donc là, ce que j'aimerais voir, c'est le vrai gros fuck-off. C'est-à-dire qu'après avoir essayé maintes et maintes fois de nous baiser la gueule à Wall Street, ils vont se la prendre, mais sévère, et c'est ça que j'attends de voir. Donc pour l'instant, patience, spéculation, c'est-à-dire que ça reflue en début de semaine, avec un signal vendeur, dans une zone technique qui peut catalyser des ventes, et donc pile poil sur cette zone-là qui montre donc les phases de contraction. Donc ça crée un biseau aux US, tout simplement. Et j'attends de voir à quel moment ce biseau va se prendre la grosse branlée que je lui prédis. Pour l'instant, elle n'arrive pas, on soit bien d'accord. Donc il faut rester très prudent et très humble par rapport à ça. Mais ce que je vois, c'est que là, on n'est pas dans un marché haussier. Vous voyez bien que la cyclicité, elle est respectée. Alors là, oui. Ah, c'est n'importe quoi, ça c'est du gros marché en tendance, d'accord, tendance qui était pour moi complètement pernicieuse et illégitime au possible. Tout ça, là, depuis là, c'est de l'oscillation. C'est juste que c'est de l'oscillation euphorisée, donc c'est de l'oscillation qui se fait à la hausse. Mais je pense sincèrement que la partie va très sincèrement s'arrêter au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'après avoir surjoué le tax plan,
À mon avis, la Maison Blanche va se prendre le retour de flamme dans pas longtemps. Mais bon, ça, on verra, c'est subjectif, donc on se garde ça pour les émissions du mercredi. Donc là, des cycles, et on est donc bien sur une fin de cycle, les prix commencent à réagir. J'ai envie de voir comment ça va se dérouler cette semaine. Moi, je pense qu'on peut faire un avalement baissier. C'est-à-dire que la semaine dernière, pour moi, elle est encore plus rocambolesque que les semaines passées. Et je pense tout simplement que cette clôture n'a aucune légitimité, ni aucun sens. Donc, je pense qu'on est dans le même cas que ça, c'est-à-dire qu'on va finir avec un avalement baissier cette semaine, probablement finir par là, vers 2800 pour un S&P 500, 2800 points. Alors ça fait mal, hein, 2800, parce que si vous vous mettez en 4 heures, hein, voilà ce que ça donne, ça veut dire, hop, putain, oh là là, hop, on revient clôturer ici, ça veut dire on casserait le biseau cette semaine, on repasserait sur mes prix d'entrée, hein, et on serait donc en mode, voilà, moi là, en gros, s'il se passe ça, ça me va. Moi, c'est cool. Bon, maintenant, est-ce que ici, je vais prendre un TP sur mon prix d'entrée? Mais que dalle! Mais qu'ils aillent se faire foutre aux US. J'ai tenu tout ce qu'il fallait en termes de stop. Si j'arrive à survivre et qu'on revient ici, je vais clairement pas me faire la malle. Alors, ce sera peut-être la dernière opportunité que me donnera le marché de sortir sans prendre de sortir, mais je la prends pas. Voilà. Moi, je préfère prendre le risque de me faire niquer 15% de capital si derrière on devait remonter ici. Mais très sincèrement, j'ai pris des risques, je veux les gains, nom de Dieu. Moi, là, ce trade-là, je ne le gère pas tant qu'on n'est pas à 2008, à 2006, quoi. Ici, je regarderai, voilà, tout simplement, j'ai spéculé très agressivement. Alors, ce qui est certain, c'est que je vais remettre du pognon, par contre. Si on vient là et qu'on commence à se réorienter à la baisse, dès qu'on construit des creux et sommets descendants, je vais renforcer le scénario. Hein, on est d'accord que les leviers que je me suis fait stopper la semaine passée, je vais remettre ce pognon dans le marché, mais maintenant je suis obligé d'attendre d'être au moins validé puis confirmé. C'est-à-dire qu'on crée un support, de préférence plus bas que les précédents, qu'on revienne chercher une résistance, de préférence plus basse que la précédente, et là, je commencerai à remettre du pognon. D'accord ? Voilà. Toujours la stratégie. J'avance, mais j'avance en fonction de ce que le marché me produit. Pour l'instant, le marché, tout ce qu'il m'a produit, c'est des invalidations. Voilà. Donc on va voir, j'attends enfin que ce marché me produise des validations. J'ai été plus que patient et je suis probablement, je pense, le dernier debout encore dans les marchés américains. Je crois que même Rod a quitté le jeu depuis un bon moment. Et donc voilà, donc là je suis tout seul. Normalement on est deux avec Rod à finir, à rester droit dans nos bottes. Cette fois je suis seul. Voilà. Donc c'est peut-être que cette fois j'ai été plus résilient pour une bonne raison et j'aurais raison d'être resté dans le truc. Peut-être que j'aurais tout simplement eu tort et que le marché va aller me chasser le reste des stops au courant de la semaine. Donc on verra tout ça, mais moi tout simplement, donc je pense que la séance à Wall Street aujourd'hui va être saignante, parce que normalement je ne vois aucune raison qu'on aille chercher des résistances, par contre qu'on aille enfoncer des supports, ça oui. Et vous savez que Wall Street, quand ils enfoncent des supports, en général, ils font pas dans la tendresse, c'est-à-dire que je pense que c'est un peu à ce type de marché-là dont il faut s'attendre, donc ça c'est que ça commence à se dégrader doucement, hein, donc je ne m'attends pas nécessairement à ce que le début de séance américaine soit un cataclysme, mais rappelez-vous, hein, au bout d'un moment, d'un coup, ça peut très bien être que demain aussi, hein, c'est-à-dire aujourd'hui il ne se passe rien, on consolide un peu à plat, on vient mourir vers ce support, et puis tout le monde va se dire, on va forcément aller pousser un peu plus haut, ça vient là, et puis demain, boum, on se casse la tronche, et attendez-vous à ce qu'il y ait une journée polarisante, c'est-à-dire quand les bears vont revenir, je vous ai dit, ça va pas être tendre. Ça fait 3 semaines, ça fait 4 semaines qu'on fait n'importe quoi sur les prix, sur des zones qui étaient résistantes et très fortement résistantes, qu'on a traversé dans la douceur ambiante d'une faible volatilité et d'une Maison Blanche complètement manipulatrice. Il va falloir payer les pots cassés. C'est-à-dire qu'évidemment, le décrochage bear va être un peu brutal. Attention à ne pas être ultra agressif dans le dent. D'accord ? Je vous dis, les mouvements vont être brutaux. Soyez donc conscient que la volatilité risque de revenir et que du coup, les leviers ne sont pas nécessaires pour faire des gains si vous faites de l'intraday. Donc ça, on en reparlera demain. Mais donc dans les swings, pour moi je pense que là on a un gros swing qui s'est mis en place dès le début de la semaine. Voilà. Et je pense qu'on ne le remettra même pas en question sur la partie cash des marchés américains. Moi comme d'hab, c'est typiquement le genre de trade où je vends, hein, mais là je peux pas. Voilà, pour les raisons que vous connaissez, j'ai déjà pris des pertes, je ne vais pas m'amuser à remettre du pognon dans le marché. Donc même si ma conviction est très forte, c'est typiquement le trade que je prends, ça. Je le trade, ça. J'hésite pas une seconde, normalement. Mais là, je peux pas. Pourquoi ? Parce que si je le fais, ça veut dire rabaisser les stops, et je ne veux pas le faire pour l'instant. Donc j'attends un minimum de confirmation sur la séance cet après-midi, et on verra bien tout ça. Donc pour les marchés actions, malheureusement, donc patience, mais je pense que cet après-midi à Wall Street, on va commencer à se diriger vers les supports et que la semaine va être sanglante. Ça, c'est mon sentiment. On verra, mais je pense que ce sera le cas sur l'ensemble des marchés. Sur le VIX, alors là, il faut qu'on en parle, parce qu'il y a quand même un truc qui me gêne énormément. C'est toujours plus fou, hein, le VIX. Donc voilà, vous le voyez en intraday, donc ce truc-là. Donc ça c'est imprimé sur les graphiques daily. Hein, c'est-à-dire que si vous regardez le VIX en daily, alors on va virer tout ce merdier, on s'en fout maintenant. Voilà, donc il y a ça, c'est-à-dire que théoriquement sur le VIX en daily,
daily, on s'est fait un nouveau plus bas. Par contre, si vous allez regarder en intraday, vous dites, ah, mais en fait, que dalle, ils nous prennent pour des grosses buses, les mecs. On y est resté que dalle ici. On y est resté au moment de la publication du NFP. Voilà, ça n'a duré que rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir que 14h30, c'est le moment où le marché commence à coter sur la volatilité. C'est-à-dire que le contrat futur commence à être disponible pour l'achat et la vente. Donc là, les mecs ont profité d'une faible liquidité et d'un catalyseur puissant sur lequel le marché avait beaucoup d'espoir pour arracher le VIX sur un nouveau plus bas. Donc ça, en fait, pour moi, ça n'a aucune légitimité technique. Ça n'a jamais existé, en fait, tout simplement. Je pense que c'est des mecs qui ont manipulé les cours pour que ça marche. Ils ont fait en sorte qu'on aille imprimer un VIX plus bas. Mais moi, je ne lui donne aucune légitimité. Donc je me dis, le plus bas qu'on ait fait en intraday, c'est 12,7. Et si on regarde 12,7, ça ne nous permet pas de passer sous le plus bas qu'on ait déjà fait. C'était 12,4. Donc je pense qu'on a des creux ascendants sur la volate. Ce qui fait que normalement, là, c'est sommet ascendant, obligatoire derrière. Et je pense qu'effectivement, ma zone de target, là, des 18-20, qu'on aurait pu atteindre ici et qu'évidemment, on s'est encore fait racler par la spéculation. C'est-à-dire que ça, pour moi, ça n'a aucun sens logique. C'est des spéculateurs sur la volatilité. Je dis, c'est la queue qui remue le chat. Normalement, c'est le S&P 500 et les mouvements du S&P 500 qui sont supposés pricer la volatilité. Aujourd'hui, on price le S&P 500 selon la façon dont les spéculateurs font joujou sur la volate. Ce qui est très dangereux. Voilà. Donc je pense, comme on l'avait dit, qu'on est dans le schéma où on a fait le creux majeur, on a fait le pullback. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à bouffer le pire. C'est-à-dire que là, je pense que dans les prochains jours, plus on va se rapprocher de l'expiration, plus ça va commencer à couiner dans les chaumières des vendeurs de volates. Donc je pense tout simplement que cette semaine, c'est que du bear. Voilà. Alors il y aura probablement des phases à plat, mais je pense qu'il n'y aura aucune cassure de résistance, aucun retest de résistance. On va tout simplement aller chercher des supports, travailler à plat le support, enfoncer, passer au support suivant. Donc au début, le schéma va être lent, mais je pense que le schéma qui nous attend ici, c'est un schéma donc d'accélération parabolique de la volatilité et donc d'une accélération parabolique des prix, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire ça baisse doucement d'abord, et puis plus on baisse, plus on accélère, plus on accélère, plus on se rend compte que c'est la merde, et ainsi de suite. Donc pour moi, on va gérer les supports par là, vers la zone des 2650. Je vois aucune espèce de raison de trouver des supports avant. Et voilà. Alors sauf contre-indication technique, mais donc pour l'instant, le marché aura donc essayé autant qu'il le voulait d'essayer de nous racler la gueule. Il est toujours sous les momentum ici, donc toujours divergent. Malgré la divergence ici, on a décidé de pousser encore pour de mauvaises raisons, mais bon, on s'en fout, les prix ont décidé que. On tient la clôture hebdomadaire la semaine dernière, donc attention, ça veut dire que les prix sont toujours en contre-indication totale avec les signaux techniques. Soit j'ai tort, je dis, et les prix vont me pousser vers la porte de sortie, soit j'ai raison, et tout simplement ce qu'on a fait la semaine dernière doit être intégralement effacé au courant de la semaine qui vient, ou des 2 semaines qui suivent. Voilà. C'est-à-dire que si on arrive à maintenir la basse volatilité, on va faire un doji ici en hebdo, une toute petite session hebdomadaire à travailler la résistance. Et évidemment, la semaine prochaine, il faudra que ce soit baissier. Mais quand vous regardez à comment on s'est retourné à chaque fois dans ces zones de prix, ça n'a jamais été beau. C'est-à-dire, bam, V-top, 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 V-top. Je pense tout simplement qu'ici, on va se péter la gueule, point barre. Voilà. Donc je suis là pour vous donner mon sentiment. Mon sentiment technique, c'est que ça va baisser, et ça va baisser fort cette semaine. Ne cherchez pas de bonnes raisons, de mauvaises raisons. Voilà. Moi, je m'en fous de savoir pourquoi on va baisser. Je pense juste que toutes les raisons techniques indiquent que ça va baisser et que le moindre petit catalyseur qui pourra permettre de baisser sera surexploité. Donc, faites attention à la surexploitation des catalyseurs. Je pense que ça va être parmi les thématiques de la semaine. Voilà. Côté Forex, malheureusement, comment on traite ça? Je pense tout simplement que l'euro-dollar va nous tenir enfin son putain de support, c'est-à-dire qu'après nous avoir gonflé pendant des trimestres, celui-là, il risque normalement de enfin valider ses signaux daily, et donc normalement, boum, de partir ici. Donc j'aimerais bien voir enfin le dollar se faire massacrer, et pas tellement l'euro, c'est-à-dire que le dollar prenne enfin une décision un peu plus claire, liée à la chute des marchés américains, d'accord? Et donc normalement, moi j'aimerais bien voir donc notre DXY, boum, se prendre une bonne tartasse au courant de la semaine, puisque pour l'instant c'est pas très c'est pas très clair toute cette histoire là. Je vais vous sortir les multi-charts pour le Forex, laissez-moi une petite seconde. Hop, voilà, donc ces graphiques on les utilisera un petit peu plus souvent, tout simplement parce que d'un point de vue technique, donc comme on va faire des émissions un peu plus techniques maintenant, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce que tout simplement, ça vous montre comment on travaille avec les outils, avec les indicateurs, et comment on identifie des opportunités parmi tout le panel d'opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre d'actifs financiers que vous pouvez traiter de façon technique, il n'est pas infini, mais il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Bon, dans le Forex, ici, je vais me cantonner au pair majeur, et la UDNZD, qui me semble très intéressant pour l'instant, pour les raisons que vous connaissez.
Donc le truc, c'est que j'ai mis donc ça, je supprime les prix évidemment pour tous les biais de lecture, parce que ici, ce qui m'importe, c'est de voir la structure des prix, et donc là, vous voyez la structure des prix. Alors je sais qu'il y en a certains à qui ça plaisait pas, cette affaire de ne pas voir les prix, bah désolé, mais encore une fois, au bout d'un moment, je suis obligé de poser mes couilles sur la table. Je pense que c'est pour votre bien que je fais ça, c'est-à-dire que même si ça vous plaît pas trop, alors j'essaierai de faire les deux, c'est-à-dire de remettre quand même les prix de temps en temps, hein, voilà. Mais il faut bien comprendre que tout ça, en fait, vous n'en avez pas besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est les prix à court terme. C'est de savoir comment les prix réagissent à court terme et de voir où se sont produits les différents swings. Pour ça, normalement, vous avez les petits triangles. Voilà. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est déjà d'arriver à répondre à la première bonne question. À quel type de marché vous avez affaire et est-ce qu'il y a des choses à faire sur ce marché? Donc ici, j'ai remis aussi les canaux extrêmes, d'accord? Tout simplement pour qu'on ait une vision de ce qui se passe sur les UT supérieures. Donc là, les canaux, c'est hebdomadaire, d'accord? Le canal extrême, il se met à jour toutes les semaines. Le canal plus court, là, le canal de contexte, c'est tous les jours. Et donc ça, c'est toutes les 4 heures. Ok? Le canal de tendance, ici, toutes les 4 heures. Donc là, on a un bon cadrage et les bougies donc sont horaires. On est dans un cadre horaire ici. Mais voilà que je dézoome clairement les bougies, parce qu'ici, la seule chose qui m'intéresse sur un forex, c'est de voir la forme avec laquelle on va attaquer les prix. D'accord? Là, je n'ai même pas mis momentum pour l'aspect signal. Là, c'est juste de savoir là-dedans où se trouve l'actif qui présente le plus d'intérêt technique dans l'application de la stratégie. D'accord? Donc là, on va chercher, mais pour moi, c'est clair et net. C'était l'euro-dollar en fin de semaine dernière. Voilà, ici, sur ce pullback, typique d'une vague 2. Hein, on voit bien, tac, pof, ah, on vient casser une petite résistance. Donc soit c'est une 4 et on va aller un petit peu plus bas, mais pour moi, je ne pense pas. Soit c'est déjà fini et on voit effectivement la formation du range ici qui me laisse à penser que là, on fait mumuse entre les deux bornes, on fait une vague 2 par là et que normalement, cassure haussière. Donc là, il y a des trades haussiers à prendre sur l'euro-dollar cette semaine en cassure. Pour ceux qui ont pas anticipé ici, c'est trop tard. Je pense que la zone d'anticipation, c'était en fin de semaine dernière. Je pense que là, on est parti donc pof pour venir jouer des petits trades en breakout. Donc breakout de la zone des 1,1250. Ça me semble être le bon premier point de départ pour venir chercher le contexte vendeur à 1,1320 qui a très peu de chances d'être résistant, hein, parce qu'on voit bien qu'on est pour l'instant dans des phases d'accumulation, donc on casse les contextes et on échoue derrière en débordement. Donc je pense que sur l'euro-dollar, ce qui est intéressant dans les prochains jours à surveiller, c'est donc paf, un trade en décollage vers le contexte vendeur, son débordement et évidemment essayer de récupérer les profits, donc proche du canal extrême vendeur, donc par là, voilà, vers la zone des 1,1380. Je pense qu'il y a ici un trade à faire, donc avec un très bon ratio risque-rendement ici, puisqu'on est bien dans la zone support, ça s'épuise sur le mouvement vendeur du range. Je pense qu'on va repartir dans les parties hautes. Et évidemment, une fois qu'on sera dans ces parties hautes, profit partiel, parce que je pense qu'ici, on va créer une accumulation, d'accord? C'est-à-dire, ça va repullbacker, mais ça va racheter le canal de tendance avant de faire un breakout. Moi, je parie toujours que les 1,14, on va les prendre à l'achat et qu'une fois qu'ils seront pris, on va avoir un énorme trade daily sur l'euro-dollar, mais ce n'est conditionné qu'au moment où les ricains nous foutent la paix avec leur putain de dollars. Donc voilà, pour moi l'euro-dollar c'est la paire de la semaine. On le voit bien aussi, alors par exemple l'USD CHF, d'accord, je l'ai marqué CHF USD. Ce que je fais ici c'est simplement que je suis obligé donc de renverser le graphique. D'accord, vous compreniez ça, hein, c'est-à-dire que là du coup en fait je prends un USD CHF, voilà, et je le renverse le graphique. Ok, hein, donc c'est important de comprendre ça. Ou alors, ouais bon, au final je vais rester USD. Merde, je vais rester USD CHF. Au final, ouais, c'est peut-être moins emmerdant. Bon, alors, putain. Ah! Donc, USD, CHF. Bon, j'avais fait ça pour qu'en fait, tous les dollars soient orientés dans le même sens. Comme ça, vous voyez la force baissière ou acheteur dollar. Voilà. Donc, USD CAD, c'est pareil. Hein, je vais le remettre dans le bon sens. Donc là, c'est USD CAD. Et là, c'est USD Yen. Voilà. Donc, moi, je pense que l'USD Yen, tout comme l'USD CHF, c'est des trades aussi qui ont des choses à faire. Par contre, là, il faut choisir entre les deux. C'est-à-dire qu'on va toujours se placer par rapport au canal extrême. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais viser plus loin que ça. Donc là, si vous dites l'USD Yen, dans un premier temps, ça peut viser le retour vers le support. Et donc, normalement, on peut gérer son risque avec 1% de baisse sur ces UT-là, hein, sur l'USD CHF. Là où je pense que l'USD Yen, c'est cassure du support 2,5. Donc, j'ai envie de dire, c'est la même chose. C'est les paires corrélées au risque. Je pense sincèrement que c'est l'USD Yen qui a le plus d'intérêt, hein, tout pour les raisons que vous connaissez. Le GBP USD, bon pour l'instant ça reste un merdier pas possible, mais on recherche des achats puisqu'on est plus proche donc du contexte de support. Mais je pense qu'on risque d'avoir encore un peu de bruit là-dessus, sur ce truc-là. Tant que ça ne casse pas une résistance,
on est dans ces phases consolidantes, d'accord, où on vient chercher les contextes de support, on vient chercher les acheteurs jusqu'au moment où on les aura trouvés, et quand on les aura trouvés, on pourra viser sans problème 1,34, 1,35, et là aussi, donc l'installation des tendances, mais je pense que ça se fera plus par une faiblesse dollar qu'une potentielle supraforce du GBP. D'accord, même chose pour le dollar yen, hein, ça viendra très clairement, je pense, donc d'une très forte faiblesse dollar. Les mecs vont fuir tout simplement le dollar. L'USD CAD me semble être un très très bon candidat aussi pour des ventes de dollars. Hein. Donc voilà, là aussi des 2,50 de baisse à venir, tout comme les paires en yens. D'accord, hein. Donc comme on l'a vu en plus, c'est comme sur GBP USD où là 2-3% de hausse. Donc voilà, hein, je m'attends sans problème à des baisses sur le dollar assez sensibles puisque normalement le dollar va perdre du chemin sur toutes les devises. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui va catalyser ça. Est-ce que c'est les conneries de la Maison Blanche qui vont enfin se voir sur le dollar ou d'autres trucs du genre. Voilà. Mais pour l'instant, on est obligé donc d'attendre et d'être pendu au nez du marché. Mais donc cette semaine, je pense toujours donc les thématiques dollars, mais à jouer selon les différentes paires de devises, pas nécessairement à jouer sur le DXY. Je pense que les leaders techniques les plus simples pour l'instant, c'est de jouer euro-dollar et USD-yen. USD-yen à la vente et euro-dollar à l'achat. L'euro-dollar, c'est déjà trop tard pour ma part pour les scénarios spéculatifs. Donc soit attendre une petite extension là, donc sous ce plus bas, vers les 1,12 en début de semaine, pourquoi pas. Sinon, attendre donc le débordement des résistances pour des trades en breakout, donc avec des faibles leviers et des stops de protection sous les plus bas qui ont été faits en fin de semaine dernière. Sur l'USD-Yen, c'est à peu près le même schéma. On voit bien le signal de vente là-haut, c'est là qu'il fallait vendre. Si vous n'avez pas pris ces ventes, soit vous vous attendez à un pullback ici en début de semaine, soit vous tradez le breakout, c'est-à-dire si ça fait un pullback ici, que vous n'êtes pas pris et que le marché réattaque cette zone de stop. Pour moi, ici, il y a tous les éléments pour un trade en breakout avec un stop donc assez large au-dessus du signal donné. Pour objectif, donc viser là. Le ratio risque-rendement est très intéressant. Hein. Voilà, là, vous risquez 0,6 pour venir viser du 2% de baisse. Ça ne veut pas dire que ça marchera ou que ça ne marchera pas, on n'en sait rien. Ça veut juste dire que d'un point de vue technique et application de la stratégie, il y a quelque chose à foutre sur l'USD-Yen, à condition, bien entendu, que ce trade déclenche. Pour l'instant, il est en train de se préparer. On prépare l'accumulation, mais ne soyez pas trop pressés. On va sur un autre secteur. Alors, on va aller sur les secteurs obligataires. Donc là, on a fait le Forex. Donc les indices, on a traité, hein, on est bien d'accord. Les indices, tout dépend des Américains. Et cette semaine, il faut être attentiste. C'est-à-dire, moi, j'ai mon scénario, je ne peux plus rien faire. Donc, je vous en parle. Pour moi, c'est vendeur. Je vous donne mon sentiment. C'est clair, c'est net. Mais ça fait tellement de semaines que le marché m'a prouvé que je n'étais pas dans le bon truc que je ne serais pas surpris qu'il me foute à la porte cette semaine non plus. Donc, je resterai mitigé sur les indices, mais extrêmement vigilant et attentif à tout ce qui se passe, puisque c'est clairement, j'aimerais enfin voir le verrou de Wall Street sauter. Parce que si ça saute, là je vais vous dire, la volate, elle risque de revenir et assez sévère. Hop, voilà, donc on va faire un petit point sur le marché de taux. Hein. Donc là je vous les mets tous, parce qu'évidemment c'est plus intéressant à voir. Alors par contre, je ne sais pas ce que le S&P 500 fout ici. C'est supposé être DE 10-year. Voilà. Donc évidemment ici les bons allemands 10 ans, 2 ans l'un en dessous de l'autre, les bons chinois 10 ans, 2 ans, les bons japonais 10 ans, 2 ans, et les bons américains, donc les principales pôles économiques de flux financiers, puisque donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant les actions font n'importe quoi, et donc si jamais elles venaient à me stopper cette semaine, il faudra un plan. Donc le plan B, entre guillemets. Parce qu'il va bien falloir que je traite quelque chose. Si je me fais racler tous mes gains de l'année sur le S&P 500 et les indices américains, c'est-à-dire qu'on est entre guillemets début avril et que je fais reset sur le compte, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Hein. Normalement, en avril, en commençant le compte avec 50K, je suis toujours au-dessus de 50K. Hein. À ce stade-là, j'ai toujours des gains et peu de chances normalement de revenir en perte. Là, ça m'est arrivé, hein, donc la semaine dernière, en encaissant mes pertes, hein, je suis repassé sous les 50 000. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai travaillé 4 mois pour que dalle. Ça me fait chier, ça me fait extrêmement chier, mais bon, encore une fois, comme maintenant je fais du swing, il faut que j'apprenne Enfin, je regarde plus mon compte à horizon jour après jour. Voilà. Aujourd'hui, des journées négatives, ça m'arrive très souvent, alors qu'avant c'était impossible ou très peu possible quand je faisais de l'intraday, voire du scalping. Ça arrivait rarement. Là maintenant, avoir des semaines négatives, ça m'arrive aussi, alors que ça m'était jamais arrivé avant quand je tradais à court terme. Évidemment, comme on trade plus, les unités de temps sont plus faibles et la pondération des nombres de trades se fait plus vite. Là, en swing, comme je trade beaucoup moins et qu'en plus les swings se sont pas très bien passés dernièrement, forcément, voilà, mes premiers mois négatifs ont été faits et ça m'a même fait retomber le compte en négatif sur l'année. Alors pas bien loin, hein, c'est-à-dire que je suis repassé un peu en dessous des 50K, mais ça m'a cassé sincèrement les couilles parce que j'étais pas franchement habitué à perdre de l'argent sur des durées aussi longues. Voilà.
Donc je pense qu'il faut être patient, hein, c'est encore pareil, c'est une adaptation. Je ne traitais pas ces unités de temps il y a 2 ans, mais bon, évidemment, aujourd'hui, entre le boulot enfin la charge de travail que représente ce merdier d'indicateur, et en plus le temps que je veux passer pour mon gamin, sincèrement, voilà, il est clair qu'aujourd'hui, j'ai pas trop de choix. Faire de l'intraday, c'est quand même pas, enfin, c'est compliqué. Donc swing. Et bref, donc si jamais je me fais invalider, il me faut un plan B. Il faut bien que je trouve du pognon quelque part. Et je vous l'ai toujours dit, si les actions font n'importe quoi, c'est-à-dire si les US, je peux plus les traiter parce qu'ils sont pas logiques, pas techniques, et qui partent dans des schémas psychologiques paraboliques dont je ne veux absolument pas faire partie, il va bien falloir trader quelque chose. Et je pense que dans ce cas-là, c'est donc les marchés de taux qui, pour ma part, créeront la plus grande mon plus grand intérêt. Donc en fait, on va faire maintenant seulement le lundi, pas le vendredi, donc une analyse globale swing avec donc le marché de taux et voir s'il y a des opportunités à faire sur la semaine sur les différents marchés de taux. Et je pense très sincèrement qu'ici, on a une grosse opportunité sur les marchés de taux. C'est-à-dire que si ça devait partir en sucette taux complet taux, c'est clairement les 10 ans qui vont rebondir. C'est-à-dire que les mecs là qui ont acheté du 10 ans, qui ont fait baisser les taux à mort pour se foutre sur des aspects refuges, si d'un coup il y a une grosse bulle qui se met en place à Wall Street, ils vont tous se faire la malle. Ils vont tous dire oh putain, mais c'est génial, c'est fantastique. Donc maintenant on repart à l'achat et on rachète évidemment les maturités un peu plus courtes, donc les contrats normalement à 2 ans. C'est-à-dire que les 2 ans là devraient normalement partir en sucette haussière encore plus rapidement que les 10 ans pour évidemment créer normalement à terme le retournement du marché obligataire 10 ans 2 ans. On a fait 10 ans 3 mois, mais 10 ans 2 ans normalement c'est supposé arriver avant, mais rassurez-vous ça va pas tarder. Donc je pense que voilà, si on devait repartir sur une bulle, le risque va augmenter. Comment ça va être pricé? Tout simplement les taux à 2 ans vont avancer plus vite que les 10. Le problème c'est que moi les taux à 2 ans je peux pas les traiter en CFD, on me les propose pas. Par contre les taux à 10 ans oui. Donc dans tous les cas, si je me fais baiser à Wall Street, je me mettrai à acheter des T-bonds qui devraient monter quand même également à court terme. Donc on va surveiller ça. Hein, et donc, ce qui est important, c'est de voir que tous les taux obligataires, la semaine dernière, se sont réorientés à l'achat. Et rappelez-vous, moi, ce que je veux voir, et je vous l'avais déjà un peu glissé, dans des schémas techniques, je veux voir le moment où, tout simplement, on va avoir des contrats de taux qui baissent, d'accord, donc des taux qui montent, d'accord, mais des contrats de taux qui baissent en même temps que les actions. Quand on aura ça, ça veut dire tout simplement que le risque est perçu comme inévitable et de qualité systémique. C'est ça que je veux voir. C'est-à-dire que ce sera les prémices d'un risque systémique qui se déclenchera probablement horizon 3 mois. 3-4 mois. C'est-à-dire que derrière, on va rentrer dans les phases où la récession va commencer à se voir sur les chiffres économiques, ça va dégrader les perspectives, et normalement derrière, on va commencer à voir les premiers spéculateurs sauter. C'est-à-dire ceux qui ont parié sur la hausse, on va les voir se prendre des margin calls, quoi. Donc des effets systémiques possibles dans les 6 à 9 mois, si jamais on a ça, c'est-à-dire des taux qui montent et des marchés actions qui s'écrabouillent. Donc c'est ça que je vais surveiller dans les semaines qui viennent. Bon là honnêtement ce serait la cerise sur le gâteau si on avait ça. Je ne m'attends pas à ce que ce soit dans la thématique à court terme. Mais il faudra surveiller ça, donc semaine après semaine sur nos scénarios swing. Le moment où vous verrez ça monter et les marchés actions commencer à baisser, vous savez que ça annonce un carnage sur les actions derrière. Donc pour l'instant, on reste en surveillance de tout ça. Mais dans tous les cas, donc je pense que des achats de taux me semblent intéressants. Donc des ventes de contrats de taux et donc à 10 ans. Et pour moi, le candidat le plus intéressant de façon spéculative, c'est bien entendu nos potes, les Bunds. Donc je vais me refoutre une petite lichette de Bund cette semaine. Alors je sais, certains vont dire, mais il est con celui-là, plus le marché baisse, plus il achète. Bon bref, moi encore une fois, je m'en fous. Ceux qui n'ont toujours pas compris comment fonctionnait ma stratégie, pas faute d'avoir essayé quand même au bout d'un moment. Mais bon, si vous êtes têtu et borné et que vous pensez que je fais juste que m'attaquer à des marchés qui vont dans le mauvais sens pour me faire péter la gueule, vous comprendrez peut-être un jour que c'est là qu'on gagne de l'argent. Et que mon but c'est pas d'avoir raison, je préfère avoir raison 20-30% du temps et me planter limite 70% du temps, mais quand je gagne 15 fois plus quand j'ai raison 30% du temps, je gagne bien plus que le connard qui a raison 80% du temps mais qui gagne des cacahuètes. C'est ce que je vous apprends, c'est que la gestion du risque, c'est pas un seul métier, il y a plusieurs façons de gérer le risque. Moi, je le gère de façon agressive, tout simplement parce que j'ai un petit capital. Et comme j'ai un petit capital, je l'expose au marché de façon très agressive, mais évidemment pas comme un débile non plus. Il ne s'agit pas d'acheter un marché qui baisse, il s'agit d'acheter un marché qui baisse dans des contextes spécifiques, sur des zones spécifiques où la spéculation fait du sens et avec des putains de signaux. Donc pour l'instant, j'attends. C'est-à-dire que sur les Bunds, alors là j'ai pas mis les signaux, mais on va retourner au pire sur celui-là de graphique. Et on va se mettre nos Bunds ici. Voilà, hop. Voilà, donc les Bunds en daily,
Hein, vous voyez bien le principe, c'est-à-dire que là, les contrats de taux, vous voyez bien qu'il y a une grosse différenciation entre le trading des contrats de taux, les 10 ans, et les Bunds. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, les Bunds travaillent ce support et qu'au lieu d'en constituer un support haussier, comme la plupart des Gugus vont penser, ici, on enfonce. C'est-à-dire que là, du coup, oh putain, les taux à 10 ans se réorientent à la hausse en Allemagne, et forcément, tous les mecs qui ont acheté des Bunds horizon trimestriel, donc là, l'expiration, c'est juin, les gars, il faut vous accrocher, c'est-à-dire que là, les Bunds, je suis dedans jusqu'en juin. Et je pense que les mecs qui s'amusent à les acheter sous les résistances ici, je vais leur péter le compte quand on va se réorienter vers des hausses des taux d'intérêt en Europe. Puisque je vous ai dit, si on fait mumuse à aller en taux négatif sur les Bunds, ça va se payer très cher sur la zone euro. Voilà. Et je vous ai toujours dit, pour moi, c'est qu'une question de temps derrière. On risque de faire les gugus à court terme basculer en taux négatif. Parce qu'évidemment, on imagine toujours donc, que la BCE va nous sortir un nouveau bazooka monétaire. Seulement, ce bazooka monétaire, pour moi, il sera probablement pas... il sera probablement pas sur la dette d'État, mais plus éventuellement sur les dettes corporate, c'est-à-dire, je vous dis, un TLTRO amélioré, quoi. Mais sincèrement, je pense que le marché se dit, ouais, on va pas non plus trop acheter des Bunds parce que, putain, si jamais on a un nouveau QE, là, c'est le carnage, quoi. C'est-à-dire que là, c'est clair que si vous achetez des Bunds... pas si vous achetez des Bunds, si vous vendez des Bunds et qu'il y a un nouveau QE, c'est la merde, parce que les prix vont complètement augmenter, parce que la BCE va les acheter à mort. Mais je vous rappelle encore une fois que ceux qui pensent ça sont quand même très 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 mauvais. C'est oublier que l'année dernière, quand même, il y a 2 ans, pardon, en fin de QE, non, l'année dernière, quand on était sur la sortie du QE, vous avez quand même Pratt qui vous a dit on est obligé, enfin pas obligé, mais il a fait comprendre qu'on était obligé d'aller vers la porte de sortie sur le QE parce qu'il n'y avait pas assez de profondeur de marché. En gros, la BCE détient tellement de Bunds aujourd'hui que malheureusement, ben, voilà, quoi, pas trop compatible de se recoller un QE. Donc ceux qui pensent qu'il faut acheter des Bunds parce qu'il va y avoir un QE et que du coup les Bunds vont être encore plus rares, donc encore plus génialissimes et recherchés. Non, moi je pense qu'au contraire, tous ces mecs qui ont spéculé dans ce sens-là, ils vont devoir refourguer leurs Bunds parce que les taux vont augmenter et que les mecs vont vouloir les acheter beaucoup moins cher qu'avant. Et donc voilà, ils vont devoir solder les Bunds qu'ils ont payés, quoi. Donc pour l'instant, c'est mon sentiment, c'est spéculatif. Et d'un point de vue technique, on a les premiers signaux intéressants en daily, hein, cette grosse pattern de stop. Maintenant, je veux voir enfin le marché donc constituer une cassure. C'est-à-dire que là, ici, la structure, c'est double top sur le pricing du Bund. D'accord ? Donc je veux absolument voir le marché gaper cette zone à la baisse. Alors pas gaper, mais donc casser cette zone à la baisse. Cette zone médiane, les 50% du range. Hop. Donc c'est de dire, voilà, la structure, je ne pouvais pas la connaître avant, mais c'est donc maintenant un range à plat. C'est évident, on le voit bien, hein, voilà. Et la zone médiane du range, qui a été gapée ici sur le rollover, qu'on va normalement donc recasser pour confirmer le double top. Et donc ici, je veux voir la cassure de cette zone, et là, ça reporte une amplitude. Donc là, aujourd'hui, on a une target. Comme par hasard, c'est une target qu'on avait donc déjà identifiée. C'est-à-dire que je ne veux pas m'amuser à prendre mes Bunds à 162, je vais effectivement viser le report de l'amplitude à la baisse sur le prix des Bunds. D'accord ? Donc normalement, pack, et j'aimerais bien que d'ici juin, on ait atteint la zone des 160 sur les Bunds. D'accord ? C'est-à-dire que depuis les prix actuels, ça nous fait 3% de baisse sur les Bunds. Je suis à peu près, encore une fois, je vais me mettre sur des leviers 5 à 8 là-dessus. D'accord ? 5 sur la partie spéculative, 4, 5 au maximum sur la partie spéculative. Quand on arrive là, je pourrais monter jusqu'à 7, 8 temporairement sur la phase de décrochage et me diriger vers les objectifs. Donc, on va dire un levier moyen de 5, d'accord ? Donc 5 fois 3,5, vous captez combien je recherche en gain sur ce type de scénario-là. Hein, donc évidemment, si ça passe, je me gave. Hein, et ça paiera largement les erreurs des trimestres passés. Hein, c'est bien la question. C'est bien tout le truc. Hein. Je me suis fait racler sur toutes les dernières échéances sur les Bunds parce que chaque fois, ils faisaient tout pour clôturer en haut, c'est Gugus. Mais rassurez-vous, à chaque fois, je me faisais racler 1, 1,5, 2% de capital. Quand ça va passer, je vais en prendre 15, 20. Voilà. Bon, c'est toujours pareil. Vous voyez comme vous voulez. Si vous tradez pour avoir raison, c'est pas ma stratégie qui va vous procurer ce contexte-là. Moi, je vous apprends à trader hors de ces considérations stupides, de tort et de raison, parce que c'est pas compatible avec l'application de ma stratégie, qui est spéculative. Moi, je cherche des ratios risque-rendement et je limite mon risque. C'est ça mon job. Après, il y en a d'autres qui ont d'autres approches du trading, beaucoup moins risquées, qui consistent à identifier des zones intéressantes et attendre qu'elles aient réagi. Ça, je peux comprendre encore une fois, mais c'est deux métiers, enfin c'est deux gestions du risque différentes. Allez, on va se diriger vers la fin de l'émission tout simplement. Donc je vais finir un petit coup sur l'AUD-NZD et donc les différentes actions américaines. Hein, je vais attendre évidemment qu'elles aient fini leur bêtise pour pouvoir... Alors tiens, Xiaomi, je vois qu'on est à 12 $, donc on va aller avoir ça derrière.
J'ai dû probablement être exécuté à la vente sur Xiaomi. Donc là, UDNZD, j'ai pris un profit la semaine dernière. Donc là, hein, justement. En fin de semaine dernière. Donc j'ai un peu anticipé le truc. Hein. Je suis pas, voilà, bon, j'aurais peut-être pas trop. Mais je vous avais dit de surveiller la zone du canal ici. Et qu'il ne faudrait pas donner un signal. Et comme j'ai vu qu'en intraday, ça plafonnait un peu et que la UD avait du mal à franchir sa résistance, la UD USD, je me suis dit, ok, bon, je vais prendre un peu de profit sur la UDNZD parce qu'on est quand même sur résistance. Je pense pas qu'on va former un fort sommet ici, mais qu'on va ralentir et ranger à plat, oui. Donc je réduis, hein, j'ai pris 15-20%, je crois pas plus. 15% sur la UDNZD, un truc comme ça. Je ne saurais pas trop vous dire, je ne sais plus. J'ai pas pris grand chose. Donc je laisse latéraliser le marché, j'attends qu'il me forme un range, je sais absolument pas quelle structure va prendre ce range, et qu'on soit bien d'accord, ça peut très bien prendre une forme haussière. C'est-à-dire que si vous vous dites que le range c'est forcément ABC ou un truc comme ça, qu'on va revenir tester les breakouts, non, ça peut très bien se faire comme ça. Hein. C'est-à-dire on vient là, là, et on repart. Donc les consolidations haussières sur la DNZD, totalement compatibles pour ma part. Donc je réduis la voilure en attendant d'avoir un peu plus de visibilité, mais je reste clairement à l'achat. Donc vous comprenez les gars que 15% de profit, ça veut surtout dire que je garde 85% de mon exposition acheteuse. Voilà, c'est à peu près tout. Donc alors, un petit coup Xiaomi et après on s'arrête. Donc Xiaomi. Non, pardon, je mélange complet là. Non, ouais, ah oui, je mélange avec General Electric. Je dis n'importe quoi. Ok, non, donc Xiaomi pour l'instant. Hein. Donc le pullback dans la zone bleue. Normalement ici, des achats à venir sur la valeur. C'est ce que j'aimerais bien pour venir, venir chercher mes zones de target là un peu plus haut. Donc mes prix d'entrée spéculatifs, prendre un petit gain. Et ensuite, on se calme gentiment. On travaille la dumb zone, c'est ce que j'aimerais, hein, donc travailler toute la zone de merde. Donc là-dedans, en gros, on revient là-dedans, je sais pas trop ce qui se passe, c'est le merdier, d'accord. Arrivé ici, normalement, je récupère mes gains spéculatifs, je paye mon stop sur le buy and hold, je fous un stop là, et après, soit ça passe dans les prochaines années pour Xiaomi, et je me gaverai dans 5 à 10 ans. Hein, l'objectif, encore une fois, Xiaomi, c'est 5 à 10 ans. Hein, je joue une phase de croissance sur la valeur, hein, après son introduction. C'est-à-dire qu'en gros, ça baisse, ça consolide pendant la phase de baisse du marché, d'accord. Mais je pense que ça, c'est une future valeur de croissance pour la partie chinoise, hein, attention. Hein, mais je pense que voilà, il y a des trucs à faire là-dessus. Je vous dis encore, hein, je sais pas, là il s'agit de se projeter sur des valeurs de croissance, donc dire ce qui va permettre de monter, j'en sais rien, il s'agit de la pure spéculation. Et c'est de dire, voilà, pour moi, Xiaomi, ils ont un potentiel énorme parce que tout simplement ils ont une diversification qui est ouf, mais une diversification intelligente. C'est-à-dire que moi, les mecs qui font n'importe quoi, c'est-à-dire que je dis la tendance à la dispersion, que je connais très bien parce que j'y suis soumis, c'est très dangereux parce qu'effectivement, l'effet dispersif, ça peut perdre énormément d'énergie, ça peut faire perdre énormément d'énergie et créer de la confusion, évidemment. Mais voilà, moi ce que j'aime chez Xiaomi, c'est qu'ils ont cette capacité à se disperser, qui est un signe de créativité en fait. Si vous n'êtes pas capable de vous disperser, c'est que, enfin, les esprits créatifs sont de toute façon toujours dispersés. Les deux choses vont ensemble. Vous ne pouvez pas être créatif si votre esprit est concentré sur des choses. Voilà. Il faut être capable d'imaginer et donc de se perdre et donc voilà. Donc les esprits créatifs sont toujours disparates dans leur imagination justement. Mais ce que je trouve bien chez Xiaomi, c'est que je retrouve ces qualités-là, donc qui montrent que les mecs sont innovants, ils sont innovants, ils vont toujours chercher l'innovation parce que c'est des créateurs, voilà, ils ont des idées créatrices, des bonnes idées et des mauvaises idées. Mais ce qui est génial, c'est que je vois bien les deux esprits, c'est-à-dire d'un côté l'esprit créatif et d'un autre côté l'esprit très financier chez Xiaomi. Je sens une fibre entrepreneuriale, mais carrément dingue, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a des mecs qui créent des conneries. Il y a des bons trucs, il y a des moins bons trucs. Ils lancent tout sur le marché et ils regardent la réaction du marché. Ce qui marche pas, on l'arrête très vite. Ce qui marche, on le développe à mort. Ils créent des trucs et ils regardent comment le marché réagit. Mais ils ont une capacité de ouf à produire des prototypes extrêmement rapidement et à les commercialiser. C'est ça que je trouve ouf. J'ai l'impression que Xiaomi, entre la création de l'idée et sa réalisation et sa vente, il se passe que quelques semaines. Et une fois qu'ils ont trouvé un produit qui trouve une demande, ils vont à fond. C'est pas comme les connards d'Apple qui créent un produit en se disant « Ah non, mais nous, on est trop forts, donc les gens vont l'adorer. Et s'ils l'adorent pas, on va leur bourrer le crâne pour qu'ils adorent. » Moi, ça, je trouve ça débile. Ça, c'est le commerce à l'américaine. C'est-à-dire qu'en fait, vous inondez le marché
et vous suscitez pas, vous obligez la demande. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites que vous êtes plus intelligent que les gens et qu'ils vont forcément aimer votre produit et que du coup, pour ce faire, vous allez tout simplement les matraquer à coup de pub. Les gars, Xiaomi ne fait pas de pub. Zéro pub. Xiaomi, ils produisent des produits et les gens en parlent. C'est beaucoup, beaucoup plus intelligent et je pense que c'est ça l'avenir. C'est de la rapidité et l'adaptation. C'est de dire, il y a des idées, on ne sait pas vraiment si elles vont avoir une résonance chez le public, donc on va la produire rapidement avec un minimum de qualité quand même. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'ils ne font pas non plus que de la merde, Xiaomi, mais ils testent le marché. Ils arrêtent de faire à la façon Apple, à vous abreuver les neurones, à dire l'avenir c'est d'avoir une montre supra-connectée à votre poignet. Bah voilà, Xiaomi, ils ont fait la même chose pour 20 balles. Ils vous vendent pas leur merde 400 balles et ils regardent comment réagisse le marché. Bon bah ils ont vendu un paquet de montres, donc il y a eu la Mi Band 2, puis Mi Band 3, et il y aura probablement la 4, 5, 6, et ils vont continuer à évoluer sur un produit qui a une demande. C'est ça qui est intéressant. Et quand vous voyez que j'ai entendu parler l'année dernière donc de Xiaomi qui disait on s'intéresse plus que activement à la voiture électrique, putain mais je suis curieux de voir à quoi va ressembler la voiture électrique Xiaomi. Est-ce qu'elle va nous foutre dehors complètement Tesla? Moi je pense que c'est possible. Xiaomi c'est du bon produit. Alors, évidemment, la version 1 du produit, c'est pas la meilleure, hein, qu'on soit bien d'accord. Je prends l'exemple des montres hein, de Xiaomi. Je l'avais la toute première version. Quand je vois celle que j'ai aujourd'hui, je me dis, oui, effectivement, la première version, c'était quand même pas la... C'était la version test, quoi. C'était le bêta test. Mais voilà, ils ont cette capacité d'adaptation et de rapidité de production que je trouve absolument phénoménale. Et je pense que c'est ça la force chinoise. Voilà, c'est de dire chaque pôle économique macroéconomique a différentes forces et faiblesses. Les États-Unis ont des forces et des faiblesses, les Chinois également, mais je pense que Xiaomi exploite à fond la force chinoise, la réactivité, la facilité de production et cette intelligence commerciale chinoise. Évidemment, ça ne va pas sans des aspects négatifs. Je n'ai pas dit que Xiaomi c'était l'étoile du siècle, mais juste clairement, moi, si je dois foutre un billet en Chine, je sais direct que c'est sur Xiaomi pour les années qui viennent. Maintenant, c'est du buy and hold. Donc, comme je vous dis, c'est un truc. Je joue un cycle de croissance. Je ne sais pas quand ni comment la croissance s'initiera sur ce truc, mais je pense qu'il y a de la valeur à créer là-dedans. Et je vous dis, hein, je ne sais pas si au final ils finiront par bouffer Tesla ou bouffer d'autres secteurs comme ça porteurs de croissance, mais j'ai tellement de raisons de penser que leur adaptabilité c'est leur force et que peu importe où la croissance se créera dans le prochain cycle économique, ils seront probablement dessus. C'est ça en fait mon raisonnement sur Xiaomi. Voilà. Alors si je me trompe, je me trompe. Hein, voilà. Mais sincèrement, je pense que non. Tant qu'il y aura ce système de management extrêmement créatif, réactif, mais managé par des financiers qui disent oula, attends, non, là, ce projet-là, il n'y a pas de client, on arrête tout de suite. Tant pis si le mec qui a eu cette idée, elle était brillante. Tant qu'il n'y a pas de réaction du marché, ils arrêtent très vite. Ils sont capables de très rapidement voilà, se réorienter. Voilà. Et je trouve cette façon de voir les choses extrêmement intelligente. Alors c'est subjectif. Donc moi je mets mon pognon là-bas. Je n'ai pas dit qu'il fallait que vous le fassiez parce qu'on est bien d'accord. C'est du buy and hold. Ça se fait donc avec des 5% de capital, pas plus que ça. Mais c'est des 5% de capital qui peuvent se transformer en 100%, puisque là, évidemment, quand on fait un buy and hold 5 ans, 10 ans là-dessus, je m'attends à récupérer 10, 15, 20 fois mes gains là-dessus. Hein, voilà. Mais après, une phase de croissance. Donc ça prendra le temps que ça prendra, et ça peut très bien ne pas arriver. Ben voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite donc une agréable semaine. On se retrouve demain du coup pour de l'intraday et on va donc également changer la structure de ces émissions intraday, mais je vous présente tout ça demain. Bye bye.